On m'a élevé, comme la plupart des gens, avec l'idée que l'impôt est simplement le prix de la civilisation. Les routes, les tribunaux, les armées, le contrat social. Chacun paie sa part. C'est le deal. Ça a toujours été le deal. Sauf que non. Plus j'ai creusé, plus cette certitude, cette conviction fondamentale a commencé à se fissurer. Pas lentement, pas progressivement. D'un coup, comme un reflet qui vole en éclats quand on lance une pierre dans une eau tranquille. Voici le fait qui a tout déclenché. Une seule phrase, enfouie dans une note de bas de page d'un débat parlementaire de 1911, trouvée dans des archives universitaires, numérisées presque par hasard. Le citoyen américain n'a jamais, dans toute l'histoire de cette République, été contraint de céder une part de son travail directement au gouvernement fédéral. Réfléchissez-y. Pas un pamphlet marginal, pas un document complotiste, un compte-rendu parlementaire, officiel, inscrit dans l'histoire législative des États-Unis d'Amérique. Et puis, 2 ans plus tard, tout a basculé. Le 16e amendement a été ratifié en février 1913. Dès octobre de la même année, les Américains déposaient leur première déclaration de revenus fédéral. Pas des siècles d'imposition, pas une politique qui évolue progressivement. Un seul amendement, un seul point de bascule dans l'histoire, à partir duquel la relation entre le citoyen et son gouvernement s'est transformée pour toujours. Et le plus étrange, personne ne semble avoir demandé pourquoi. Permettez-moi de vous emmener ailleurs, pas en 1913, plus loin, dans le monde que vos arrière-arrière-grands-parents habitaient réellement. Pendant la majeure partie de l'histoire américaine, de la fondation du pays jusqu'au début du XXe siècle, le gouvernement fédéral fonctionnait essentiellement grâce aux droits de douane. Des taxes à l'importation, des droits d'accise sur certains biens, l'alcool, le tabac, parfois les produits de luxe, des taxes sur des transactions, sur le commerce, pas sur le travail des individus, pas sur ce que vous gagnez, pas sur le temps que vous passiez à construire votre vie. La distinction est plus importante qu'il n'y paraît. Un droit de douane ne vous concerne que lorsque vous choisissez d'acheter quelque chose à l'étranger. Un droit d'accise ne vous touche que lorsque vous choisissez d'acquérir un bien taxé. Mais un impôt sur le revenu, lui s'invite dans votre vie pour la simple raison que vous êtes une personne productive. Il s'immisce dans la transaction entre vous et votre employeur, ou entre vous et votre terre, votre métier, votre savoir-faire, et déclare, avant que vous puissiez appeler cela le vôtre, nous en prélevons une part. Rien de tel n'avait existé auparavant, pas au niveau fédéral, pas en temps de paix. Il y avait bien eu un impôt sur le revenu pendant la guerre de sécession. Bref, abrogé en 1872. Puis la Cour suprême avait invalidé une nouvelle tentative en 1895, la jugeant inconstitutionnelle dans l'affaire Pollock contre Farmers Loan et Trust Company. Le raisonnement juridique était limpide, une taxe directe sur les revenus, non répartie entre les États, violait la Constitution. La version officielle de la façon dont on est passé de cette décision à un amendement constitutionnel ratifié en moins de 20 ans nous est présentée comme une simple évolution démocratique. Les progressistes le voulaient. Le peuple y adhérait. Ça a passé. Point final. Sauf que la version officielle s'effondre ici. Parce que quand on examine qui a réellement soutenu le 16e amendement, quand on regarde non pas la rhétorique mais les financements, le lobbying, les communications officieuses désormais accessibles dans les archives, le tableau se complique singulièrement. Posez-vous une question simple. Qui profite lorsque le gouvernement acquiert un droit permanent, élastique et extensible sur les revenus des individus? Pas l'agriculteur de l'Ohio, pas l'artisan de Pennsylvanie, pas le mineur du Colorado. Quand on remonte le fil du soutien institutionnel à l'amendement sur les revenus dans les archives parlementaires, on trouve quelque chose d'intéressant. Les défenseurs les plus ardents n'étaient même pas les pauvres, pour qui la taxe était censée servir de levier redistributif. C'étaient les architectes des grandes institutions financières, des hommes qui comprenaient, mieux que quiconque, qu'un gouvernement habilité à taxer les revenus est aussi un gouvernement capable d'emprunter sur les recettes fiscales futures, à croître, à dépenser, à étendre ses engagements financiers,
Et cette même année, 1913, il s'est passé autre chose. La loi sur la réserve fédérale a été promulguée en décembre. Le schéma se répète avec une précision qui donne à réfléchir. 2 textes législatifs financiers majeurs, la même année. L'un donnant au gouvernement un accès illimité aux revenus des citoyens, l'autre créant un système bancaire centralisé capable de gérer la dette publique. Pas une coïncidence, pas un hasard de calendrier, pas un accident bureaucratique, une architecture concertée. Ce qui soulève une question simple mais décisive. Quel type de gouvernement fédéral, quel type de système nécessite les deux simultanément? Quelle expansion de périmètre et de fonction exige qu'un gouvernement acquiert en même temps la capacité de taxer les revenus et créer une banque centrale pour gérer sa dette au cours de la même année calendaire? Ce n'est pas de la politique fiscale, c'est de l'infrastructure, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de bien plus grand que ce qui existait avant. Réfléchissez à la vitesse. En 1912, il n'existe aucun appareil de répression fiscale fédérale. Aucun contrôleur, aucun enquêteur doté d'une autorité criminelle fédérale, aucune agence habilitée à saisir vos salaires, vos comptes bancaires, vos biens. Rien de tout cela n'existe parce que rien de tout cela n'est nécessaire. L'infrastructure correspond à la loi. 0 impôt, 0 machine répressive. En 1919, 6 ans plus tard, le Bureau des recettes intérieures emploie des milliers de personnes. Il dispose de bureaux régionaux dans des villes à travers tout le pays. Il possède une division du renseignement, une unité d'agents spéciaux avec pouvoir de saisine judiciaire, des bâtiments construits ou réquisitionnés à cet effet, fonctionnant en réseau coordonné de Boston à San Francisco. Demandez-vous, comment cela est-il possible en 6 ans? Pas des décennies d'évolution institutionnelle graduelle, pas une lente accumulation bureaucratique, pas la croissance organique d'une agence gouvernementale qui cherche ses marques. 6 ans. Du néant à un empire répressif coordonné à l'échelle nationale, avec enquêteurs, contrôleurs, autorités de saisine criminelle, et l'empreinte architecturale pour loger tout cela simultanément. L'explication officielle tient à l'expansion en temps de guerre, à la confiance institutionnelle de l'ère progressiste, au mécanisme naturel d'un État qui se modernise. Mais une architecture institutionnelle ne se matérialise pas toute faite. Elle se conçoit, elle se planifie. Quelqu'un a dessiné l'organigramme avant que l'amendement ne soit adopté. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. La machine répressive n'a pas été construite pour servir l'impôt. L'impôt était la justification pour construire la machine. J'ai passé des semaines dans des salles d'archives. L'odeur du vieux papier, la fragilité de documents qui n'étaient pas censés traverser le temps, les notes manuscrites dans les marges d'hommes qui croyaient écrire pour eux-mêmes et non pour la postérité. Ce que j'y ai trouvé n'était pas une preuve unique et décisive. Ça ne l'est jamais. C'est toujours un faisceau d'indices, une accumulation. Les débats parlementaires qui ont précédé le 16e amendement sont remarquables par ce qu'ils n'abordent pas. Presque aucun débat prolongé sur ce qui se passerait après l'amendement. Presque aucune projection sur l'évolution possible des taux. Presque aucune discussion sérieuse sur les mécanismes de répression, les sanctions, ou ce que pourrait signifier en pratique le refus délibéré de déposer une déclaration. Pourquoi? Parce qu'en 1913, le taux marginal supérieur était de 7% sur les revenus dépassant 500 000 $. La grande majorité des Américains ne payaient absolument rien. L'impôt, tel qu'il était présenté à l'origine, était presque symbolique. Un geste, un précédent, pas une restructuration permanente de la relation entre le citoyen et l'État. Juste une petite mesure raisonnable. Une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Le même schéma revient encore et encore dans l'histoire. Un nouveau pouvoir est introduit dans sa forme la plus modeste, la moins menaçante. Une petite taxe, une mesure temporaire, une disposition d'urgence, et puis, graduellement, puis soudainement, il s'étend pour occuper tout l'espace disponible. En 1944, le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu aux États-Unis était de 94%. 94%.
Les preuves suggèrent que quelque chose de bien plus grand qu'une simple réforme fiscale progressiste était à l'œuvre. Les taux initiaux n'étaient même pas l'enjeu. Le mécanisme l'était. Le précédent. L'autorisation constitutionnelle. Le crime n'était pas ce qu'ils ont pris en 1913. Le crime, c'est ce qu'ils ont rendu possible. Voici où les choses deviennent vraiment troublantes. Il existe tout un pan de la vie économique américaine d'avant 1913 qui a été, sinon effacé, du moins laissé à l'oubli. Permettez-moi de vous en brosser le tableau. Vos arrière-grands-parents, en supposant qu'ils fussent des Américains de la classe ouvrière ou de la classe moyenne à la fin du XIXe siècle, conservaient l'intégralité de ce qu'ils gagnaient, à l'exception de ce qu'ils choisissaient de dépenser en biens soumis à des droits de douane. Un artisan qualifié en 1890 négociait son salaire avec un employeur, le recevait et il lui appartenait. Entièrement. Aucune retenue à la source. Aucune déclaration. Aucune échéance en avril. Les homesteaders travaillaient des terres qu'ils pouvaient revendiquer dans le cadre du Homestead Act, 160 acres, pratiquement gratuitement en échange de leur mise en valeur. La transaction entre un homme et sa terre ne générait aucune obligation fédérale? Aucune. Les petits commerçants, les artisans, les agriculteurs, tout l'écosystème économique de l'Amérique pré-industrielle et des débuts de l'industrialisation entretenaient une relation fondamentalement différente avec le gouvernement. Les impôts locaux existaient, les taxes foncières, les prélèvements des États. Mais la ponction fédérale directe sur le travail productif individuel? Absente, par conception, par interdiction constitutionnelle. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je remarquais le silence autour de ce fait. Il n'apparaît pas en bonne place dans les manuels d'économie. Il n'est pas présenté comme une perte dans les programmes d'histoire standard. Le monde d'avant 1913 est simplement décrit comme primitif, sous-financé, instable, comme si l'impôt sur le revenu avait été un médicament administré à un malade, plutôt qu'une transformation imposée à un sujet sain. Pas de contexte, pas de comparaison, pas de reconnaissance honnête de ce qui a été sacrifié. Juste le silence. Un silence lisse, institutionnel, soigneusement entretenu. Ce silence en disait long. Et puis ils en ont fait un crime. Cette formule mérite qu'on s'y attarde. Pensez à ce qu'elle implique. Avant 1913, il n'existait pas de défaut de déclaration. Il n'y avait pas de crime fédéral appelé évasion fiscale au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques à éluder. La catégorie de criminalité n'existait tout simplement pas. On ne pouvait pas être poursuivi pour quelque chose qui n'était pas exigé. Après 1913, une nouvelle catégorie de criminels a été inventée. Non pas quelqu'un qui avait nui à autrui, non pas quelqu'un qui avait escroqué une victime précise, mais quelqu'un qui avait simplement omis de déclarer et de reverser fidèlement une part de son propre travail à une autorité centralisée. Ce n'est pas une observation anodine. La criminalité définit les contours d'une société. Ce qu'une civilisation choisit de poursuivre en justice vous dit tout sur ce que cette civilisation protège réellement. Et voici la partie la plus troublante. La criminalisation ne s'est pas faite d'un coup. Elle a rampé. Les lois fiscales des années 1910 et 1920 ont discrètement alourdi les sanctions. Le code fiscal s'est étoffé. La retenue à la source, la déduction automatique du salaire avant même que l'ouvrier ne le touche, n'a été introduite qu'en 1943. Avant cela, on payait encore annuellement. On voyait encore l'argent en premier. La retenue à la source a changé quelque chose de psychologique. Elle a changé ce qui paraissait normal. Une fois l'argent prélevé avant réception de la fiche de paie, on a cessé de le percevoir comme quelque chose qu'on vous prenait. On a commencé à considérer le salaire net comme son salaire. Le brut est devenu abstrait, théorique, un chiffre sur un formulaire plutôt que de l'argent dans la main. Pas une soustraction, une redéfinition. Tout porte à croire que cela était parfaitement compris, car les architectes du système moderne de retenue à la source introduit, fait notable en temps de guerre,
période pendant laquelle remettre en question de telles mesures pouvait être présenté comme antipatriotique, étaient des gens sophistiqués. Des économistes du Trésor, des concepteurs de politique. Ils comprenaient l'économie comportementale avant même que cette discipline n'ait un nom. Et c'est là que le mystère s'approfondit d'une façon que je ne parviens pas à écarter. L'impôt sur le revenu n'est pas une invention américaine. Les Britanniques ont instauré un impôt sur le revenu formel en 1799 à titre temporaire pour financer les guerres napoléoniennes, puis l'ont aboli, réintroduit en 1842 et rendu permanent. L'Allemagne a bâti son infrastructure d'imposition des revenus dans les années 1870 et 1880. La France a débattu puis finalement adopté le sien au début du XXe siècle. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous dans une fenêtre historique à peu près similaire. Des gouvernements différents, des systèmes politiques différents, des langues, des cultures, des traditions juridiques différentes. Et pourtant le même mécanisme se répandant à travers le monde industrialisé au cours du même siècle. La même architecture de base, les revenus individuels déclarés, calculés, prélevés, avec des sanctions pénales à la clé. Ce qui soulève une question simple mais décisive. Qu'est-ce qui explique cette uniformité? Vous pourriez invoquer la modernisation. L'industrialisation a créé le salariat à grande échelle, ce qui a généré un flux de revenus imposables qui n'avait tout simplement pas existé lorsque la plupart des gens étaient agriculteurs de subsistance ou artisans. D'accord, c'est une explication raisonnable, mais elle n'explique pas le calendrier. Elle n'explique pas pourquoi les mécanismes apparaissent sous des formes aussi similaires, avec des structures répressives aussi comparables, dans des pays qui étaient par ailleurs des rivaux géopolitiques. Elle n'explique pas pourquoi la criminalisation suit un schéma aussi cohérent, d'abord la taxe, puis la bureaucratie, puis le dispositif de sanction, puis la normalisation. Le schéma se répète avec une précision troublante par-delà des frontières par ailleurs hostiles à toute coordination. Pas une évolution parallèle, pas une coïncidence, pas la simple diffusion naturelle des idées politiques. Quelque chose de plus délibéré. Quelque chose qui apparaît dans les archives documentaires comme n'ayant jamais fait l'objet d'un débat public en tant que projet mondial et qui pourtant est parvenu à des conclusions globalement similaires à l'échelle du globe. Je ne vous dis pas ce que cela signifie. Je vous invite à peser ce que cela implique. Laissez-moi vous décrire ce que je crois que nous avons oublié. Pas seulement l'argent, bien que l'argent soit bien réel, et que le total accumulé, abandonné par des familles ordinaires sur 5 générations, soit vertigineux si on tente de le calculer. Mais l'argent n'est pas la perte la plus profonde. La perte la plus profonde est un concept. Le concept que ce que vous produisez vous appartient, que le travail de vos mains, de votre esprit, de votre temps, un temps humain irremplaçable, non renouvelable, est vôtre par un droit antérieur à tout droit que peut revendiquer un gouvernement. C'était l'hypothèse inscrite dans l'architecture constitutionnelle originelle, pas explicitement formulée. Sous-entendu, de la même façon qu'on n'écrit pas que le ciel est bleu parce que tout le monde peut le voir. Cette hypothèse a disparu, remplacée. La nouvelle hypothèse, si profondément normalisée que l'ancienne paraît aujourd'hui subversive, est que votre revenu appartient d'abord à l'État, qui vous autorise ensuite à en conserver une part. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Le monde d'avant 1913 n'était pas un paradis de liberté. Il y avait l'esclavage, les barons voleurs, la misère écrasante pour beaucoup. Je ne le romanise pas. Mais il contenait, inscrite dans sa structure juridique, une reconnaissance que la production individuelle jouissait d'un statut protégé. Cette reconnaissance est aujourd'hui une relique historique. Nous ne l'avons pas perdue dans une guerre. Nous ne l'avons pas perdue dans une révolution. Nous y avons renoncé dans une loi fiscale. Progressivement, discrètement, avec des taux si bas au départ que personne n'a ressenti la transformation permanente qu'elle représentait. Je reviens sans cesse à ce compte rendu parlementaire, à cette unique phrase. Le citoyen américain n'a jamais, dans toute l'histoire de cette République,
était contraint de céder une part de son travail directement au gouvernement fédéral. Écrite en 1911, 2 ans avant que tout ne bascule. L'homme qui l'a écrite, un congressman d'un État du Midwest, aujourd'hui largement oublié, plaidait juridiquement contre l'amendement. Il a perdu. Son argumentation a été consignée au procès-verbal, archivée, et laissée à jaunir dans une cave pendant un siècle avant qu'un projet de numérisation ne la ramène à la lumière. Il avait compris ce qu'on était en train de construire. Il a vu l'architecture pour ce qu'elle était. Ceux qui l'ont bâtie le comprenaient-ils eux aussi? Savait-il qu'il ne se contentait pas de façonner une politique fiscale, mais qu'il redessinait le rapport fondamental entre les citoyens et les institutions qui les gouvernent? Avait-il anticipé qu'en moins de 30 ans, la retenue automatique rendrait la transaction invisible? Avait-il prévu l'appareil répressif, les sanctions pénales, la normalisation culturelle si complète qu'un jour, remettre en question l'impôt sur le revenu semblerait aussi saugrenu que remettre en question la loi de la gravité? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais voici ce que je sais. Vos ancêtres, pas des ancêtres lointains, pas des serfs médiévaux, mais vos arrière-grands-parents, des gens dont les photographies existent, dont les lettres ont survécu, dont les voix ont été enregistrées sur les premiers cylindres phonographiques, vivaient dans un monde où conserver le fruit de son travail n'avait rien de radical. C'était simplement le quotidien. Ce monde a pris fin, officiellement, légalement, constitutionnellement, en 1913, en un an, par un seul amendement, et puis ils ont fait de l'héritage de vos ancêtres un crime, pas un accident, pas une omission, pas une évolution nécessaire, une décision architecturale délibérée. La question n'est pas de savoir si c'est arrivé. Les documents le confirment. La question, celle que je n'arrive pas à cesser de poser, celle qui me ramène sans cesse vers ces archives, ces transcriptions, ces notes oubliées dans les marges d'hommes qui voyaient venir la tempête, est simple. Qui a décidé? Et quand ils ont décidé, qu'est-ce qu'ils croyaient exactement être en train de construire? Parce que quoi qu'ils aient bâti, nous y vivons toujours. Et la plupart d'entre nous n'ont jamais pensé une seule fois à questionner les murs.